Bonjour à tous, voici donc le cours de propédeutique du 3 avril 2020, intitulé Violence en miroir, toi ou moi. Le stade du miroir de Jacques Lacan. Je vais d'abord distinguer les deux termes, violence et agressivité. L'agressivité est une tendance à l'agression et la violence est la réalisation concrète d'une force physique ou morale. L'agressivité n'est pas toujours suivie d'effets réels, sauf celui de sa répression. La clinique en témoigne largement, et Lacan dit à ce propos, le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. Par ailleurs, la violence, c'est la mise en jeu d'une force, mais elle n'est pas toujours le résultat de l'agressivité. Ça peut être la violence des éléments ou d'une action appliquée sur les objets du monde humain qui les altère ou les détruit. La violence, c'est également l'effet du signifiant qui s'applique au vivant, qui le détermine, le conditionne, voire le pétrifie. Le choc d'une nouvelle, par exemple, ou d'une image. Lacan a une approche spécifique. Il va extraire l'agressivité humaine de sa dimension naturelle, animale ou instinctive. Il réfère à l'agressivité à un rapport ambivalent entre le sujet et son image. Avec le stade du miroir, il propose une conception qui sépare radicalement le sujet de son moi. Il remarque une réaction de jubilation de l'enfant face à son image au miroir, et c'est par cet intermédiaire que s'établit le lien avec le semblable. Or, si l'image spéculaire donne une unité qui fait défaut au sujet enfant, elle inclut aussi la dislocation comme menace, pour soi, et comme visée contre l'autre dans l'intention agressive. Les figures de l'agression dans l'espèce humaine prennent la forme de la mutilation du corps. Lacan les énumère. Éviration, démembrement, dislocation, éventrement, dévoration, éclatement du corps. Il les regroupe sous le terme imago du corps morcelé. On peut les voir dans les jeux d'enfants, on peut les voir dans les fantasmes au cours des cures, mais également dans les œuvres des peintres, Jérôme Bosch par exemple. Nous pourrions ajouter certains films qui montrent comment le morcellement corporel hante l'imaginaire humain, plus que sa réalité vécue. Citons par exemple Il faut sauver le soldat Ryan, qui montre un soldat qui récupère son bras arraché. Disons les choses le plus simplement possible. L'image spéculaire du sujet est le support d'une identification qui, par extension, permet l'identification au semblable. Mais c'est aussi l'objet d'une agression qui tient à son caractère factice. Le transitivisme qu'on remarque chez l'enfant pleure quand on gronde son camarade par exemple, c'est la couverture de ce que Lacan appelle à l'époque le cacone de l'être, la part mauvaise en soi, ce qui deviendra plus tard la jouissance. L'unité visuelle que donne l'image vient à la place d'une discordance des sensations corporelles que Lacan ramène à la prématuration de l'espèce humaine. L'unité du moi est donc fragile. On naît avec un organisme, mais le corps, on se le construit. Dans les cas d'autisme ou de psychose, le sujet peine à ressentir les limites de son corps. La relation à l'autre s'avère alors particulièrement intrusive. La violence guette en permanence le sujet. Sous l'image, il y a un réel. La fiction du semblable, inaugurée par le stade du miroir, ne couvre pas la part pulsionnelle du sujet.
C'est en quoi ce petit autre est susceptible de supporter la part d'être mauvais qu'il éprouve pour lui-même. Comme disait un patient, dans un moment de lucidité, si ce n'est pas la faute à l'autre, l'autre qui le persécutait, alors je pourrais être une raclure. Je vais maintenant donner 2 exemples cliniques classiques. Premier exemple, le crime des sœurs Papin. Le 2 février 1933, Christine et Léa Papin, âgées de 28 ans et de 21 ans, assassinent dans des circonstances horribles leur patronne, Madame Lancelin et sa fille. Léa et Christine Papin apparaissent très démunies et imprécises face aux questions des enquêteurs. Elles peuvent seulement rapporter quelques éléments factuels. Leur crime demeure sans cause, hors sens. Le travail des enquêteurs est de dire s'il était prémédité ou pas, car les sœurs ne nient pas leurs actes. Ils les retrouvent sur les lieux, allongées côte à côte dans leur lit, un marteau ensanglanté à proximité. Elles n'avancent aucune plainte véritable contre leur patronne. Elles se trouvaient plutôt bien traitées, leur travail était soigné. À l'occasion de ce fait divers, Lacan produit un article, Motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. Il propose une élucidation de ce double passage à l'acte. Premier point, la non-séparation des images. Pour conceptualiser le crime, il faut repartir du stade du miroir. Le sujet s'aliène, on l'a vu, à cette image, qui lui propose une version unifiée de son corps immature. Il s'en dégage si un autre authentifie la distinction des images. D'abord par le symbolique, la nomination, est seul en mesure d'organiser la différenciation entre le moi de l'enfant, l'autre et le monde. Cette opération rate dans la psychose. La séparation, inexistante ou fragile, entraîne une certaine précarité psychique. C'est cette perspective de confusion des images que Lacan adopte pour éclairer les motifs du crime des sœurs Papin. Il évoque de vraies âmes siamoises à propos des 2 bonnes, et du mal-être à 2, qui ne les libère qu'à peine du mal de Narcisse. Fin de citation. Ainsi, les sœurs se mirent l'une dans l'autre sans distance, sans distinction. Leurs images se confondent sur l'axe imaginaire, propice pour elles à la confusion. Même le médecin, qui témoigne en faveur de leur folie pour démontrer qu'elles ne sont pas des meurtrières de droit commun, remarque, je cite, « On croit lire double en lisant leurs dépositions. » Les sœurs Papin ont vécu peu de temps dans leur famille. L'une d'elles, probablement, a été incestée par un père alcoolique. L'essentiel de leur enfance s'est passé en orphelinat. La mère n'est réapparue que pour les placer comme domestiques vers leurs 14 ans, pour percevoir leurs gages. Ce d'ailleurs contre quoi leur patronne s'est élevée. Donc pas de haine au long cours envers les maîtres. Rien ne permet de conclure à la préméditation. Il y a peu de paroles entre les sœurs, elles ne sortaient pas, sauf pour les courses. Au cours d'une démarche à la police, on les avait jugées piquées, persécutées. L'événement criminel. Léa et Christine attendent leur patronne dans le noir, car les plombs ont sauté. À son retour, Madame Lancelin, énervée, attrape Christine par le bras. Celle-ci se sent agressée et elle attaque. Dans la pénombre, elle arrache les yeux de sa patronne et dit à Léa, qui accourt, d'en faire autant à la fille. Ensuite, elles écrasent leur tête à coups de marteau et d'objets qu'elles échangent. À l'aide de couteaux, elles font, je cite, des encisures sur les corps.
Elle découvre leurs parties génitales. Pour finir, elle lave les ustensiles de cuisine, se purifie, se réfugie dans leur chambre en concluant « c'est du propre ». Les policiers découvriront une scène d'horreur après avoir forcé la serrure. L'expression « arrache-lui les yeux », façon de dire sa haine, a été prise au pied de la lettre. Les meurtres ont été commis par l'énucléation des patronnes encore vivantes. Elle s'acharne sur un couple de femmes pour opérer une séparation dans le réel, puisqu'elle ne s'est pas produite symboliquement. Elle tente par cet acte à se dégager de l'autre dont elles ne sont pas différenciées. Le délire à deux se déploie ainsi dans le cadre d'une formation à quatre. Chacune cherche à s'arracher à l'image de sa propre sœur dont elle est captive par l'anéantissement des patronnes. Elles sont aux prises avec ce que Lacan désigne, je cite, par la relation duelle pure qui dépossède le sujet de la relation au grand autre. Dans cet épisode dramatique, elle rencontre, dira Christine, le mystère de la vie. Ce qu'on peut entendre, elles seront condamnées en septembre 1933, 5 mois après le crime. L'aîné aura alors des épisodes hallucinatoires et délirants, réclamant sans relâche sa sœur. Elle mourra internée quelques années plus tard. Léa rejoindra sa mère après 10 ans de détention et ne mourra qu'à l'âge de 89 ans. Lacan conclut ainsi. Au soir fatidique, dans l'anxiété d'une punition imminente, les sœurs mêlent à l'image de leur maîtresse le mirage de leur mal. C'est leur détresse qu'elles détestent, dans le couple qu'elles entraînent dans un atroce quadrille. Elles arrachent les yeux comme châtraient les bacchantes. Deuxième cas clinique, le cas Aimé. La paranoïa, c'est l'identification de la jouissance mauvaise sur un autre localisé. Dieu, le voisin, l'inspecteur, l'huissier, etc. Le passage à l'acte a pour fonction de séparer le sujet de cet autre mauvais. C'est donc un acte de protection aux yeux du sujet. Il se croit innocent et dans son bon droit. Ce point de vue clinique ne le dédouane pas de sa responsabilité, mais il permet de comprendre la logique du passage à l'acte. Lacan choisit de surnommer sa patiente Aimée, car il s'agit du nom de sa maladie, l'érotomanie. Marguerite Panthen, de son vrai nom, se croit en effet aimée, en particulier du prince de Galles, à qui elle écrit de nombreuses lettres. Aimée à 38 ans lorsqu'elle agresse à l'arme blanche une actrice connue, Yvette Duclos. Elle l'aborde dans le hall du théâtre, vérifie son identité, sort un couteau de son sac et frappe. L'actrice doit saisir l'arme par la lame pour se défendre. Des gens s'interposent et Aimée est arrêtée. Elle n'exprime pas de regret, mais expose son délire systématique. Elle est emprisonnée pendant 2 mois, puis internée à la clinique Sainte-Anne, où elle rencontre Jacques Lacan. Il la verra tous les jours pendant 1 an et demi. Lacan recherche dans la personnalité d'Aimée, avant la maladie, les traces qui auraient pu déjà indiquer ce qu'on appelle la structure. Son mari avait remarqué du reste assez vite les troubles du comportement. Impulsion à courir, des rires immotivés, des accès de colère, des phobies de la saleté, des lavages de mains interminables, etc. La persécutrice. Pourquoi l'actrice devient-elle sa persécutrice ? Un jour, explique Aimée, en cherchant en moi d'où pouvaient venir les menaces contre mon fils, j'ai entendu mes collègues parler de Madame Z. J'ai compris alors que c'était elle qui nous en voulait. C'est le noyau du délire par contiguïté. Autrefois, j'avais dit que c'était une putain.
Fin de citation. À 28 ans, les premiers signes de psychose ont coïncidé avec sa première grossesse. Les passants chuchotent, croit-elle, à son sujet, et elle croit lire dans la presse des allusions qui lui sont adressées. On veut la mort de son enfant. Je cite, « Si cet enfant ne vit pas, ils en seront responsables. » Or, elle accouche d'un enfant mort-né. Comme c'était prévisible, Aimée impute ce malheur à ses ennemis. L'enfant mort-né est un mauvais coup du sort. Il fait écho aux circonstances de sa naissance. L'aîné de sa fratrie avait brûlé vive dans une robe d'organdi, car sa mère s'était approchée de trop près de la cheminée. Peu après, elle tomba à nouveau enceinte et mit au monde une autre fille qu'elle prénommera Marguerite, comme sa sœur décédée. La certitude délirante d'une menace de mort sur l'enfant correspond en fait à la seule place qu'elle peut donner à l'enfant. Pour elle, l'enfant n'est pas investi de libido. Aussi, la mort réelle de son enfant confirme dans la réalité le point de certitude. Un an plus tard, il y a une nouvelle grossesse qu'elle mène à terme. Aimée va très bien pendant les 5 premiers mois du nourrisson. Mais une des sœurs vient s'installer chez elle. Elle impose sa façon d'élever l'enfant. Aimée ne supporte pas ce tiers qui s'introduit dans la relation mère-fils. Elle part aux États-Unis sur un coup de tête pour être écrivain, dit-elle, en laissant son fils en France. Sans le savoir, Aimée livre les risques infanticides de son délire. S'il lui arrive malheur maintenant, ce sera à cause de moi. Je serai une mère criminelle. Lacan évoque une perversion de l'instinct maternel avec pulsion au meurtre. Cela explique à la fois la fuite loin de l'enfant et la guérison, entre guillemets, dès lors qu'elle est incarcérée et donc qu'elle perd son fils. Dans sa thèse, il soutient qu'il s'agit d'un cas de paranoïa d'autopunition. En effet, le délire a cessé au 25e jour de prison. Quelque chose a changé du côté de la criminelle. La malade a réalisé son châtiment. Le miroir et la lettre. Les figures féminines persécutrices d'Aimée sont des femmes de lettres ou des actrices. C'est exactement ce qu'elle rêve de devenir. Autrement dit, l'image même qui représente son idéal est aussi l'objet de sa haine. C'est la logique du stade du miroir. Aimée frappe en sa victime son idéal extériorisé. L'objet qu'elle atteint n'a qu'une valeur de pur symbole, d'où le fait qu'elle n'éprouve d'abord aucun soulagement. Par le même coup qui la rend coupable devant la loi, Aimée s'est frappée elle-même, et quand elle le comprend, elle éprouve la satisfaction du désir accompli. Aimée est identifiée à ce qui manque à sa mère. Je cite, « Une carrière de femme de lettres lui est réservée. » Dans les 8 mois qui précèdent le passage à l'acte, elle a écrit 2 romans, mais on ne la reconnaît pas comme écrivain. Du coup, elle pense que ses persécuteurs la plagient. On peut donc dire que l'effort de construction pour chiffrer la jouissance de l'autre est mis en échec. Il ne lui reste que le passage à l'acte pour la barrer. La réponse négative du prince de Galles ne lui permet pas de stabiliser son montage délirant autour de l'idéal une femme de lettres. D'où l'urgence subjective. Il faut faire quelque chose. 1 heure avant l'agression, elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire. C'est à partir de cette logique que Lacan va régler sa position. Il va lire les romans d'Aimée, il en publie des extraits dans sa thèse, il adopte le prénom Aimée qu'elle a donné à l'un de ses personnages. Ce faisant, il permet à Aimée, sa patiente, de trouver un point de reconnaissance dans le monde littéraire. En 1933,
La publication de la thèse de Lacan la rend célèbre et la fait connaître de l'avant-garde intellectuelle. En 1951, Aimée entrera au service du père de Jacques Lacan en tant que cuisinière. 20 ans après, le fils d'Aimée, qui n'est autre que le psychanalyste Didier Anzieux, agrégé de philosophie, commence une analyse avec Lacan. Il reprend contact alors avec sa mère qui lui apprend que c'est elle la patiente Aimée. Anzieux lit la thèse et interroge Lacan à ce sujet. Une thèse qui croise donc à différents titres l'histoire de la psychanalyse. Je vous remercie.